Rebonjour, on est au deuxième et dernier vidéo du cours 10, le chapitre 9 est le seul chapitre qu'on va faire dans ce cours-ci. Donc, on fait un exemple complet et en faisant cet exemple complet-là, je vais définir les différents éléments qu'un test d'indépendance comporte. Donc, notre exemple. Parmi tous les employés sondés de la compagnie Dunder Mifflin, on choisit au hasard 200 travailleurs. Les personnes interrogées ont répondu à la question suivante. Êtes-vous satisfait? Êtes-vous insatisfait ou satisfait de votre emploi? Les résultats sont indiqués dans le tableau suivant. Effectue un test d'indépendance du carré au seuil de 5 %, donc on voit qu'on a le même principe, les seuils de signification, pour vérifier s'il y a un lien entre le sexe et le degré de satisfaction. OK. Donc, voici les résultats observés. Donc, ça, c'est expérimentalement. On a fait un sondage, on a pris nos données, on a obtenu ceci. Vous voyez, c'est un tableau assez petit. On a deux variables et on a seulement deux catégories pour chaque variable. Ce sont deux variables qualitatives. La première étant le sexe, homme, femme. La deuxième étant le degré de satisfaction, insatisfait, satisfait. Pas mal la situation la plus simple qu'on pourrait avoir. Là, vous pouvez vous imaginer qu'il pourrait y avoir plusieurs catégories pour chaque variable et le tableau deviendrait de plus en plus gros. On appelle ça un tableau de contingence. C'est un tableau où on indique les variables, les données observées par rapport à ces variables-là. Et on a petit n ici va être égal à 200, parce qu'on sont des 200 personnes au total. Ils sont répartis ici. Je pense que vous comprenez ce genre de tableau-là. Donc là, voici une version théorique de ce tableau-là avec de l'algèbre pour être capable de désigner chacune des choses. Notre première variable, c'est x, et on a k différentes catégories ici. Dans notre exemple, il y en a seulement deux. Notre deuxième variable, c'est y, et on a p différentes catégories ici. Et là, ben, un peu comme dans une matrice, la position OIJ, c'est la fréquence observée pour la ligne I, la colonne J. Et donc, je pense que c'est assez intuitif comment ça fonctionne. Par contre, là, on a comme N1 blank ou N1 point qui va être l'effectif total de la ligne 1. Et comme pour les matrices, le premier chiffre ici indique la ligne et le deuxième chiffre ici indique la colonne. Donc, tableau des effectifs observés d'un échantillon aléatoire de taille n. Ça, c'est le tableau de contingence. C'est ça la définition d'un tableau de contingence. Là, je suis rendu en haut de la page 2 dans vos notes de cours. On vient de tourner la page. OIJ, comme j'ai dit, c'est l'effectif observé dans le croisement des catégories XI et YJ. NI point, total des effectifs observés dans la ligne I. Et N.J, c'est le total des effectifs observés dans la colonne J. Première étape, on formule nos hypothèses. Donc, formuler des hypothèses, comme j'ai dit un peu tantôt, le H0 pour un test d'indépendance, ça va toujours être que les deux variables sont indépendantes. Donc, c'est ça qu'on peut écrire. Les variables sexe et degré de satisfaction sont indépendantes. Voilà. Les variables sexe et degré de satisfaction sont, pour H1, dépendantes. Tout simplement l'inverse. Dépendantes. Et là, comme j'ai dit tantôt, de la même façon que pour un test d'hypothèse sur une moyenne ou sur une proportion, H0 est vrai jusqu'à preuve du contraire. On fait le problème en supposant H0 vrai. Donc, ça, c'est ce qu'on dit ici. OK. Donc, pour tester l'hypothèse que les deux variables sont indépendantes, on doit calculer ce qu'on appelle les effectifs théoriques, valeur des intersections, si on avait l'indépendance. Comme j'ai dit en introduction dans la première vidéo, si deux événements sont indépendants, la probabilité que ces deux événements-là se produisent tous les deux, le et qui est ici, l'intersection c'est un et, c'est tout simplement la probabilité qu'un se produise fois la probabilité que l'autre se produise. Et donc, on va se servir de cette hypothèse-là, cette formule-là pour faire nos calculs. Donc, comme on dit, si on a indépendance, les valeurs théoriques aux intersections seraient ceci. Et donc, les totaux de chacune des lignes et colonnes, par exemple NI point et N.J, qui sont respectivement les totals de la première, la IM ligne avec la JM colonne, ben, ça devrait nous donner un effectif théorique pour cette
position-là, IJ, de tout simplement la multiplication de ces deux effectifs-là. Donc, TIJ, c'est l'effectif théorique, de la même façon qu'on avait OIJ, l'effectif observé pour la position IJ. Et donc, de la même façon, on va faire total ligne fois total colonne divisé par total de données. Ça va nous donner la quantité pour cet effectif-là. Donc, exemple 1. Ce qu'on observe ici dans cette portion-là, c'est qu'il y a toujours, dans le fond, donc là, je suis avant la section 2, j'ai quelques observations et questions avant de poursuivre. Ces choses-là ne sont pas écrites dans vos notes de cours, donc vous pouvez les noter si vous voulez, ou des résumés de ça. Donc, il y a toujours un léger écart dû au hasard d'échantillonnage. C'est-à-dire que dans la pratique, dans l'expérience, les fréquences observées ne pourront jamais être exactement égales aux fréquences théoriques. C'est sûr qu'il va y avoir une différence. Par contre, est-ce que cet écart-là, il est important ou il n'est pas très important entre les effectifs observés et théoriques? Ça veut dire, non? Si l'écart est important ou s'il n'est pas important, ça va avoir toute la différence. Si c'est juste un petit écart, bien, ça va vouloir dire que c'est juste une question d'échantillonnage. Ça se peut que les variables soient réellement indépendantes, mais que par notre échantillonnage, les petites erreurs d'échantillonnage, on ne prend pas toute la population et on a un petit écart qu'on observe. Mais si l'écart est important, s'il est grand, bien ça veut dire autre chose. Ça veut dire que probablement que les variables sont dépendantes. Et donc là, la question, c'est quoi un petit écart? C'est quoi un grand écart? Donc, comme on dit ici, est-ce que la différence est due tout simplement à l'échantillonnage ou on doit conclure qu'il existe un lien de dépendance entre nos variables? C'est pour ça qu'on fait un test, pour essayer de définir c'est quoi un écart important. Donc, la deuxième étape, je suis en bas de la page 2 dans mon note de cours, c'est calculer les effectifs théoriques selon HCO. Donc, on construit un tableau des effectifs théoriques si les variables sont indépendantes. On fait le calcul comme on a dit, et après ça, on compare. Donc, dans le tableau que vous avez en bas de la page 2, on fait ces calculs. Et là, j'ai un petit peu d'espace pour faire le calcul en bas. C'est-à-dire que là, on a reproduit le tableau d'effectifs observés et je dois rajouter les effectifs théoriques. On a les O, il nous manque les T. Et on a les totals de chacune des lignes et colonnes. Et donc, par exemple, à la position 1,1, ce qu'on appelle T11, l'effectif théorique de la position 1,1, c'est le total de la colonne 1 de la ligne 1. C'est-à-dire on utilise le total de la colonne 1 et ligne 1 pour le calculer. Et c'est ça fois ça divisé par ça. OK. Donc, total de la colonne, 70, fois total de la ligne, qui est 110, tout ça divisé par 200, ça nous donne environ, exactement en fait, 38,5. Parfait? Donc, 38,5, c'est notre premier effectif théorique. Ensuite, pour T12, et là, c'est assez rapide, vous pouvez accélérer la vidéo si je vais trop lentement, évidemment, ça donne total de la colonne, 130, fois total de la ligne, qui est 110, tout ça divisé par 200, ça nous donne exactement 71,5. On peut rapporter cette valeur-là ici, 71,5. Ensuite, c'est 2,1. Donc, deuxième ligne, première colonne. Je suis en bas de mon iPad, c'est écrit très mal. C'est total de la colonne fois total de la ligne divisé par 200. Je ne vais pas l'écrire parce que je manque d'espace, mais ça donne 31,5. Donc 31,5. Et je pense que vous comprenez le principe. T22, ça serait 130 fois 90 divisé par 200. Je ne vais pas faire le calcul. Ça donne 58,5. 58,5. OK. Donc là, on a nos effectifs théoriques et on avait déjà nos effectifs observés en jaune. Je suis rendu en haut de la page 3 dans vos notes de cours, qui est notre dernière page. J'avais de l'espace pour faire les calculs ici. Bon, je suis rendu en haut de la page 3. Condition d'application. Appliquer un test du Qui2 seulement si l'échantillon est assez grand pour que les effectifs théoriques soient tous supérieurs ou égaux à 5. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il faut que les effectifs théoriques soient tous supérieurs ou égaux à 5. Si on n'a pas cette condition-là, un des problèmes, c'est que parce que dans le calcul, on divise par les effectifs théoriques, ça va augmenter grandement
la valeur du qui-carré observé et ça va ruminer le test d'un point de vue statistique. Donc, si cette condition n'est pas respectée, il faut essayer de regrouper deux ou plusieurs classes adjacentes de manière à ce qu'elles le soient. Là, comme vous avez vu dans mon tableau de contingence, moi, je n'avais pas de problème ici. Tous mes effectifs théoriques, là, on les a ici. C'est tout bien en haut de 5. Sauf que si vous vous imaginez un tableau où, au total, à la place de 200 données, on aurait juste 30 et qu'il y aurait plus de lignes ou colonnes, bien, nos effectifs théoriques vont être beaucoup plus petits. Et à ce moment-là, il faudrait regrouper certaines classes ensemble. Donc, à la place de faire 5 classes pour une variable quantitative, on pourrait en faire seulement 3 ou 2. OK. Donc, troisième étape, c'est calculer la valeur du Qui2 observé. Introduire la mesure d'ajustement, Qui2 comparaison. Donc, cette mesure-là, c'est une espèce de mesure pondérée de l'écart entre les deux distributions. Là, n'ayez pas trop peur de la double somme. Là. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'on va compter pour chacune des positions IJ. Okay? Donc, qui carré observé, c'est la somme de cette espèce de calcul-là pour chacune de nos positions IJ, tout simplement. Donc, c'est l'écart entre la fréquence observée et la fréquence théorique mise au carré, donc l'écart au carré, comme quand on calcule l'écart type pour la variance. Et on divise ça par TIJ. Donc, c'est l'écart entre les fréquences observées et les fréquences théoriques relatives aux fréquences théoriques. Donc, dans mon calcul, qu'est-ce que ça va être? Bien là, tout simplement, ce calcul-là pour chacune de mes 4 positions, j'en ai seulement 4 au total. Donc, c'est 48 moins 38,5, tout ça au carré, divisé par 38,5, plus 62 moins 71,5 au carré, divisé par 71,5. Je prends mes données directes dans mon tableau. Plus 22 moins 31,5 au carré. C'est pas très bon. 31,5 au carré, tout ça divisé par 31,5, plus 68 moins 58,5, tout ça au carré, divisé par 58,5. Et là, lorsqu'on fait ce calcul-là au long, ça donne environ 8,01. On appelle ça la valeur du qui carré ou du qui 2 observé. La règle de décision maintenant. Bien là, ce qu'on veut faire, c'est le cœur du test, c'est décider s'il y a une différence d'ajustement. Décider si une différence d'ajustement de qui carré observé est trop grande pour être attribuable au hasard d'échantillonnage. Donc, on veut savoir si ce qu'on a calculé là, comme différence pondérée totale, c'est trop grand pour que ce soit juste une erreur d'échantillonnage. Et donc, il y aurait dépendance entre nos variables. H0 serait fausse. Bien là, je fais juste rapporter mon 8,01 ici. Et un ajustement parfait, évidemment, ce serait qui carré observé donne 0. Mais ça n'existe pas dans la pratique. Parce que, puisque qui carré observé, c'est 0, ça veut dire que il n'y a pas de différence du tout. Chacun de mes calculs, parce que je les mets toujours au carré, il n'y a aucune valeur négative, mais ça veut dire que toutes mes valeurs sont exactement égales à 0. Il n'y a aucune différence entre les deux valeurs. Mais là, plus le qui carré observé est grand, mais plus il existe un lien entre nos variables. Donc, on doit comparer ce qui carré observé-là à ce qu'on appelle un qui carré critique, qui nous dit dépasser cette valeur-là, tu as trop accumulé de différence entre tes entre tes valeurs théoriques et tes valeurs observées. Donc, pour trouver ça, on doit aller chercher dans une table. C'est une valeur statistique prédéfinie. Donc, comment on va chercher ça dans la table? Bien, un peu comme Student, il y a le nombre de degrés de liberté. Et le nombre de degrés de liberté pour un test d'indépendance est dépendant du nombre de catégories en X et du nombre de catégories en Y. En fait, c'est X moins 1, nombre de catégories en X moins 1, fois nombre de catégories en Y moins 1. Donc, dans mon exemple, là, je suis rendu aux 2/3 en bas de la page. Bien, dans mon exemple ici, c'est 2 catégories pour chacun. Donc, j'ai juste à faire 2 moins 1 fois 2 moins 1. Donc, c'est comme 1 fois 1, ça donne juste 1. Donc, nombre de degrés de liberté ici, c'est 1.
Dans la règle de décision, ben, comment on termine notre règle de décision? C'est la chose suivante. C'est toujours une décision unilatérale à droite, c'est-à-dire que 0, c'est pas comme une loi normale, c'est vraiment un graphique qui a plus l'air de ceci. Vous le verrez dans vos tables, là. Mais c'est un graphique qui a plus l'air de ceci. Et donc, il commence à 0 ici. Et plus on se rend loin vers la droite, bien, plus on approche de la valeur critique, qui est le qui carré critique ici. Donc, si vous allez dans votre livre, à la page 292, vous avez une table. Heureusement, vous n'avez pas de dessin, mais cette table-là fonctionne presque pareil à la table de la loi de Student. Et donc, le alpha qui est 5 %, il va ici. Ouais, c'est toujours la petite partie assurée. Et donc, ce qui est ici, l'autre portion, mais cette portion-là, c'est ça qu'on va aller voir dans la table. Bien, donc, si nous, on a un alpha de 5 %, notre 1 moins alpha est égal à 95 0,95. On peut l'écrire ici. Cette lecture-là, ce n'est pas ce que la table nous donne. La table nous donne le processus inverse, la probabilité que qui carré soit plus petit que notre valeur critique. Et donc, le qui carré critique, je vais voir à la ligne 1, parce que mon degré de liberté, c'est 1, à la colonne 0,95, ma valeur, c'est 3,841. 3,841. Donc, ma règle de décision, rejeter H0 si mon qui carré observé est plus grand que cette valeur-là. Ce qui voudrait dire dans mon dessin que je serais dans cette portion ici et pas ici. Donc, si mon qui carré observé est trop grand, je m'amasse à traverser mon qui carré critique et à m'amasser dans la portion où on ne peut pas statistiquement conclure que c'est juste une erreur d'échantillonnage. Okay? Il faut absolument que ça soit dû au fait que notre échantillon provient d'une population où ces deux variables sont réunies. Donc, décider et conclure, c'est ce qui va terminer notre section. J'y vais avec ma décision. Bien, comme qui carré observé, que j'ai calculé, est égal à 8,01. Ça, c'est plus grand que mon qui carré critique que je viens d'aller chercher dans ma table qui est de 3,841. Mais comme on a ça, on rejette H0. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que l'indépendance qu'on supposait depuis le début du test n'est pas valide. Au seuil de 5 %, on peut conclure, ce serait on ne peut si on ne pourrait conclure à la dépendance, mais là, on peut conclure que le sexe et le degré de satisfaction, dans notre exemple, sexe et degré de satisfaction sont dépendants. Et là, ce serait suffisant d'arrêter là, mais je vais rajouter une précision. Okay? Je vais rajouter une précision après qui est facultative. Je vais le mettre en parenthèse pour dire que c'est facultatif. Et on pourrait insister sur une espèce de résumé de ce qu'on peut retirer de ça. Donc, sur dépendant de quelle façon, bien, nous, ce qu'on voit là, dans mon tableau de contingence, c'est qu'il y a 56 % des femmes qui étaient satisfaites contre 75 % des hommes. Et donc, dans notre contexte, on pourrait dire que les femmes sont moins satisfaites que les hommes. Donc, les femmes sont moins satisfaites que les hommes. Voilà. Par exemple, on pourrait dire que 56 % pour les femmes et on avait 75 pour les hommes. Donc ça, juste en regardant ça, on voit que c'est une grosse différence. Donc, il faut quand même faire le test d'indépendance pour vérifier si cette différence-là elle est suffisamment grande. Mais on a une bonne intuition au départ du fait que notre tableau de contingence semble indiquer ça. Là. Nos valeurs observées et théoriques étaient très différentes. Et là, vous voyez que ça ici, c'est une grosse différence entre mon qui carré observé et mon qui carré critique. Ça veut dire que je suis très dépassé de mon qui carré critique. Et ça ne sera pas toujours le cas.
Donc voilà, c'est ce qui conclut notre cours. Et en classe, on fera des exemples supplémentaires, puis vous pourrez me poser des questions là-dessus. Et voilà.